Je passe la parole, avant de passer la parole à Christophe, médecin urgentiste. Vous le connaissez parce que Christophe, non seulement on le voit à la télé, il écrit, etc., mais Christophe, il est présent dans les colonnes de Vie Nouvelle régulièrement. Alors, il est porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, il est à la direction de la Fédération de la santé et action sociale de la CGT. Et avant d'aller au vif du sujet, Christophe, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre, cette formule, on ira sur le numérique après. J'ai lu cette formule, l'hôpital est en état de mort clinique. Alors, c'est exagéré ou pas? Non, c'est pas exagéré. Le lien est fait. Une des solutions de la liste, c'est que le numérique va sauver l'hôpital de cette mort clinique. Alors, on peut avoir confiance dans les outils, mais les outils restent des outils. Voilà. Et quand il y a une mauvaise politique qui est menée, eh bien l'outil ne change pas la politique. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que le plan d'économie en plan d'économie, on a résisté, parce qu'on n'a qu'une cohorte. Mais aujourd'hui, l'hôpital est à l'os. Et vous savez, c'est ce que les sociologues appellent l'effet seuil. C'est-à-dire qu'on tire sur la corde, ça tient jusqu'à un moment donné, parce qu'il y a l'engagement des personnels, il y a les luttes qui sont menées, et puis à un moment donné, ça s'écroule. Et là, c'est en train de s'écrouler. Et alors, ce qui est grave, c'est que la conséquence, vous voyez, ce matin, j'avais une journaliste au téléphone qui m'interrogeait sur un événement, on appelle ça un événement indésirable, dans le volet de contrat. Mais c'est un enfant qui est mort à l'hôpital Necker, même le temple de la pédiatrie française, parce qu'on ne l'a pas opéré de sa péritonnite à temps. Donc, et pourquoi? Parce que le système de distribution. On n'a pas de moyens. On retarde une intervention parce qu'il n'y a pas assez de personnel au bloc opératoire. Voilà. On ne peut plus aujourd'hui accoucher à proximité, on accouche sur la route, et ça augmente la mortalité des enfants et des mères. Voilà. Là aujourd'hui, dans ce département, nous avons la malchance d'avoir l'aéroport de Roissy. Avec la crise du coronavirus, depuis l'annonce de la ministre de faire appel au centre 15, qui est complètement adapté. Sauf que le centre 15 aujourd'hui, on est en grève depuis 4 mois, parce qu'on n'a pas assez de personnel pour décrocher sur les appels au quotidien. Et là, on a eu ce week-end 40% d'appels en plus. Et c'est pas le nombre d'appels qui compte. C'est quand vous avez un appel pour répondre à une angoisse par rapport au coronavirus. C'est pas le même temps de communication que quand c'est un arrêt cardiaque. Et un arrêt cardiaque, par exemple, je laisse court. Quand ils vont rassurer une personne, l'interroger pour savoir si effectivement son angoisse est justifiée, ça prend 5, 6, 7, 10 minutes. Les 10 minutes de temps médical, et bien pendant ce temps-là, les gens appellent pour un infarctus, pour un AVC, pour un accident de la route, on ne peut pas décrocher. Voilà, ça c'est la vraie vie au quotidien. Et donc, on nous explique que, eh bien, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. Et dans l'organisation, eh bien, il y a ces fameux outils. Alors, avant de venir au numérique, je vais vous parler de l'ambulatoire. C'est la plus grande escroquerie intellectuelle de ces dernières années. L'ambulatoire, c'est un progrès de la médecine intéressant pour une toute petite partie des patients. Quand vous êtes en relativement bonne santé, pour des examens ou des gestes chirurgicaux qui ont été prévus. Encore faut-il s'assurer, parce que ça, on essaie de le généraliser à l'ensemble de la population, que vous êtes en capacité de rentrer chez vous, que vous avez un environnement adapté, au niveau de votre logement, que de l'environnement familial, des amis, parce que, vous savez, rien que pour un examen assez simple et qui vous permet plus de descendre des escaliers. Si vous habitez au 4e étage sans ascenseur, l'ambulatoire c'est de la merde. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas prévu quelqu'un pour vous faire les courses, pour s'occuper de vous, le temps de l'handicap. Vous ne pouvez pas descendre aux 4 étages.
Et d'ailleurs, ils sont tellement fourbes, ces gens qui le dirigent, que tenez-vous bien, juste à côté d'ici, on va fermer 2 hôpitaux. L'hôpital Bichat, dans le 18e, et l'hôpital Beaujon, à Saint-Ouen, pour construire un méga hôpital, l'hôpital Nord, à Saint-Ouen, sur les terrains pollués, l'ancienne usine Citroën, PSA maintenant à Saint-Ouen, juste derrière les bus, donc circulation incroyable, et l'accès, c'est la ligne 13. Royal. Parce qu'on ne construit pas qu'un hôpital, on va mettre un campus universitaire à côté aussi. Donc, quelques milliers d'étudiants supplémentaires. L'opération se traduit par la suppression de 400 lits. Parce qu'on va faire l'ambulatoire. Mais, comme ils savent très bien que ça ne fonctionnera pas, on supprime 400 lits, donc du service public et du personnel, un lit dans un hôpital de ce type-là, c'est 2 emplois et demi. On va construire en face un hôtel hospitalier. Parce que les gens qui ne vont pas rentrer chez eux, eh bien, ils iront à l'hôtel. On les surveillera par télésurveillance. Voilà. Ils appuieront sur le bouton s'il y a un problème. Donc, la télémédecine, c'est utilisé pour l'ambulatoire. Parce qu'on vous appelle le lendemain. Sur votre portable, sur votre téléphone. Et même bientôt, on veut que ça soit en visiophonie, pour voir quand même si vous n'êtes pas trop pâle, si vous n'avez pas l'anémie, si vous n'avez pas une transfusion. Vous voyez? Le problème qui se pose, c'est que l'informatique, la télémédecine, ça reste un outil. Et donc ça ne peut pas être substitutif à des problèmes de moyens, en particulier aux problèmes de démographie médicale. Ça va être un outil qui va pouvoir améliorer ce qu'ils appellent, eux, la production de soins. On dit qu'on refusait l'évolution. On refuse l'évolution. Hein, comme les listes au XIXe siècle qui cassaient les machines. Alors on ne casse pas les machines. Et ce qu'on explique, c'est que on nous vend des algorithmes. Les algorithmes, c'est ce qui est le plus barbare. C'est inhumain, l'algorithme. Vraiment, on a affaire à l'humain. C'est quoi l'informatique? C'est du binaire. Vous savez, c'est 0-1. Sauf que c'est jamais 0-1 dans la vie de tous les jours. Chacun est particulier, chaque cas est particulier. Et la médecine, c'est quelque chose de très complexe. Et c'est très difficile de l'enserrer dans les carcans des algorithmes. Alors pourquoi? Parce qu'on est face à des technocrates, techniciens, technicistes, et qui n'ont pas vu l'évolution de la médecine ces dernières décennies. Vous savez, la médecine, jusqu'à la fin des années 60, on n'avait pas beaucoup de moyens. On faisait de la radio classique, la même radio depuis Marie Curie, on avait quelques antibiotiques, on faisait de la chirurgie, la réanimation, c'était pas terrible. Et puis, tout s'est accéléré. On avait apparaître les scanners, les IRM, on a fait de la chirurgie sans ouvrir, juste en perçant des trous, la célioscopie. Et on a pensé, certains pensaient que grâce à la technique, on allait tout résoudre. Sauf qu'on a oublié une petite chose, c'est que la médecine n'est pas que de la technique. La médecine, c'est bien sûr physique, mais c'est psychologique et social. Tant qu'on était dans les 30 glorieuses, ça allait. On laissait aux médecins les moyens de développer tout ce qu'ils voulaient, et puis les médecins étaient encore dans le cadre d'une formation relativement humaniste, on s'occupait un petit peu de la vie des patients. Puis après, on a mis les patients dans des cases. Et on les a mis dans une chaîne de production. D'ailleurs, moi je rigole quand je discute avec ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, vous savez, ceux qui ont inventé ce type de médecine, eh bien, c'est en Union soviétique, à la fin des années 70, au début des années 80, pour la chirurgie de la réfraction, vous avez mis en place un hôpital, où vous aviez une chaîne sur laquelle le patient progressait, il lui passait de main en main, et puis il sortait avec son œil qui avait été opéré, et il voyait mieux. Donc on copie ce qui se faisait au moment où l'Union soviétique était en train de s'écrouler. Super. Donc aujourd'hui on lui dit il n'y a pas de médecin, mais grâce à Google, à la place de la cabine téléphonique qu'on vous a fermée, parce que tout le monde doit avoir un portable aujourd'hui, on va vous mettre une cabine de téléconsultation à distance.
dans la télémédecine, c'est de faire plus et mieux. Aujourd'hui, quand vous avez un pacemaker qu'on peut surveiller à distance, eh bien c'est un progrès fantastique. Parce qu'on va régler votre pacemaker à distance. Donc on va sauver des vies. Quand on ne peut pas tout avoir partout avec les évolutions de la technique, eh bien quand vous faites un accident vasculaire cérébral dans une région où vous êtes loin d'un service spécialisé, ce qu'on appelle en une structure de neurovasculaire. L'accident vasculaire cérébral, c'est un vaisseau qui se bouche. Il faut faire un scanner, un IRM, pour voir si on peut injecter le produit pour déboucher le vaisseau, ou voir monter une sonde pour aller chercher le caillot et l'enlever. Vous voyez, ça ne se fait pas dans l'hôpital de proximité. Mais dans l'hôpital de proximité, grâce à la télémédecine, on peut faire le scanner, transmettre les images au neurologue qui est à 150 km, avec des caméras, lui montrer le patient et faire l'examen clinique avec lui, et prendre la décision ensemble. Ça, c'est un plus. Voilà. Donc, tout dépend de comment on utilise la technique. Donc, il n'y a pas à être pour ou contre la télémédecine. La question, c'est de savoir à quoi sert la télémédecine. Est-ce qu'on l'utilise dans le cadre d'une amélioration de la prise en charge des patients, ou est-ce que c'est dans une vision strictement économique pour économiser le personnel et standardiser la prise en charge avec des algorithmes? Eh bien, la réponse est claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes vent debout contre la stratégie de développement de la télémédecine qui est prévue dans la loi de la santé 2022. Puisque ce que propose effectivement Madame Buzyn, alors Madame Buzyn, On a parlé alors, vous savez, pour faire de la politique, il ne faut pas mettre des spécialistes de la question dans le ministère. Il ne faut jamais mettre un médecin ministre de la Santé. Si vous mettez un médecin ministre de la Santé, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, les médecins sont très adaptés à la défense catégorielle de leur profession. À côté de nos collèges cheminots, ce sont des petits-enfants. Donc forcément, le médecin qui sera au ministère de la Santé défendra la caste. Alors que la santé, c'est une question politique. Et aujourd'hui, la santé, c'est pas que une question politique uniquement sur la question de la santé, c'est la question des services publics dans les territoires. Mais il faut qu'on ait un hôpital, il faut qu'on ait des médecins en ville, il faut qu'on ait une gare, il faut qu'on ait une poste, il faut qu'on ait Internet. Voilà. Donc, et pour ça, eh bien, il faut avoir une politique d'aménagement du territoire. Une politique d'aménagement du territoire, c'est pas dire qu'on va remplacer les moyens humains par des moyens électroniques. Voilà, donc les moyens électroniques permettront de rendre le travail des humains plus facile et de se concentrer sur l'essentiel. Vous savez, dans la lutte qu'on mène à l'heure actuelle à l'hôpital, la principale revendication, c'est d'avoir du temps pour parler aux patients. Donc si on a effectivement des outils qui nous permettent d'économiser du temps, eh bien on fera de la meilleure médecine. Parce que, vous savez, aujourd'hui, la mauvaise utilisation de la technique, c'est une catastrophe. Nous avons des médicaments. On nous présente ça comme un progrès. Tout dépend comment on utilise les médicaments. Moi, je peux vous dire que si on prescrit les mêmes médicaments, je verrai moins de patients aux urgences. Parce que 10% des patients qui viennent aujourd'hui aux urgences, ce sont des effets secondaires des traitements médicaux. Et donc, il y a sur des médicaments. Parce qu'il ne suffit pas de prescrire le bon médicament, encore faut-il que le médicament soit bon, je suis pas plus bon. Encore faut-il expliquer aux patients ce qu'est ce médicament, à quoi il sert, quels sont ses effets secondaires. Si les effets secondaires effectivement apparaissent parce que c'est individuel, certains patients ont des effets secondaires, d'autres pas, ça ne rentre pas dans un algorithme comme ça, qu'on appelle une alternative. Parce que si on n'explique pas ça, eh bien on est dans la situation actuelle où 40% des médicaments prescrits finissent à la poubelle. Et parmi les médicaments qui finissent à la poubelle, c'est pas forcément ceux qui prennent à la poubelle.
Les bons médicaments en général sont ceux qui ont le plus d'effets secondaires. Si on n'a pas expliqué les effets secondaires et comment on peut trouver une solution pour le patient, il va arrêter de prendre son médicament. Il arrête de prendre son médicament, c'est un médicament essentiel. Voilà. Et puis il va se tourner vers les médicaments en pur, qui sont de la merde. Alors ceux-là, ils ont beaucoup d'effets secondaires et peu d'effets positifs. Mais par contre, ils enrichissent très grassement les laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément sur la télémédecine. L'autre élément qui est important, et en tant que syndicaliste, je pense que c'est un axe de bataille important, c'est que la télémédecine, c'est un marché fantastique. Et oui, c'est un marché fantastique. Depuis la vente du matériel, la collecte des données, l'utilisation des données, c'est ce qu'on disait Dominique. Et c'est royalement, c'est potentiellement un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars sur l'ensemble de la planète. C'est la raison pour laquelle, dans tous les pays, on vend la télémédecine, parce que derrière, il y a des lobbies qui sont là, c'est les GAFA, mais pas que, qui sont là pour proposer du matériel très cher. Vous savez, le matériel est très cher. Dès que c'est médical, ça coûte 10 fois plus cher que le même matériel qui n'est pas médical. Vous savez à quoi je fais de la télémédecine aujourd'hui tous les jours? Avec ça. Quand j'ai besoin d'avis d'un collègue sur un électrocardiogramme, sur un examen, je prends mon téléphone portable, j'envoie une photo, j'appelle. Alors, les technocrates qui nous fournissent du matériel, qui devraient nous fournir du matériel, me disent: oh là là, vous n'avez pas le droit, c'est pas sécurisé. Alors, le problème de la sécurisation, ils se foutent de la gueule du monde, comme on le disait, c'est du pipeau, c'est pour vendre plus cher le matériel. Dès que c'est dans l'informatique, c'est stocké, c'est accessible. Donc la question après, c'est quelle décision on prend pour que la technique serve effectivement au développement humain et non pas à enrichir le capitalisme. Voilà. Donc c'est très basique. Depuis très longtemps quand même. Vous voyez, donc, à chaque étape, on nous vend des choses nouvelles, mais il n'y a rien de nouveau. C'est une nouvelle source de business, la télémédecine. Donc, la question, la bataille qu'on va mener, c'est comment, effectivement, on utilise ce nouvel outil dans l'intérêt des patients et pour améliorer le travail des professionnels de santé. C'est la bataille qu'on a amenée tous ensemble. Parce que les professionnels de santé seuls, sur cette question-là, comme sur les autres, ils n'y arriveront pas. La santé n'est pas une affaire de spécialistes. Vous voyez, moi je me bats dans mon institution, on a un problème de démocratie à l'hôpital. Il n'y a aucune structure représentative qui a véritablement un contre-pouvoir. Il y a ce qu'on appelle la commission médicale d'établissement, où il y a les médecins, il y a le comité technique d'établissement, voilà. Bon. Mais ils ne se parlent pas, ces gens-là. Et sur les questions sociales, il n'y a aucun lieu. Et le directeur a tous les pouvoirs. Et donc, le problème qu'il y a, c'est que qui décide de l'organisation de l'hôpital, du développement de l'hôpital, du choix de développement de certaines activités, etc. Ce sont les médecins, sans aucun contre-pouvoir, sans aucun contre-pouvoir des patients, des politiques. Donc l'hôpital évolue en fonction, surtout quand on est dans une période de crise comme on connaît aujourd'hui, les moyens sont réduits, plutôt dans l'intérêt de la corporation médecin, plutôt dans l'intérêt de la population. Ça se traduit par le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, eh bien, les gynécologues obstétriciens préfèrent travailler dans les grandes maternités où ils sont nombreux, et pas dans les petites maternités où c'est plus difficile. Ils devraient s'organiser différemment et pas travailler que sur la petite maternité, mais travailler à la fois sur une petite maternité et une maternité de référence sur un territoire, donc sur deux établissements pour garder la compétence, donc on ferme les petites maternités et on met la population en danger. D'ailleurs, les mêmes politiques créent les mêmes effets. Dans une des plus grandes revues médicales, elles sont tous anglo-saxonnes, ça s'appelle le New England Journal of Medicine, il y a eu un super article sur la fermeture des maternités rurales aux États-Unis. Fermeture des maternités rurales aux États-Unis. Ils ont une augmentation de la mortalité des femmes et des enfants. Voilà. Donc c'est clair. Et donc aujourd'hui, on a une bataille à mener syndicale autour de cette question de l'utilisation
l'utilisation de l'outil informatique, pas qu'à l'hôpital, mais ailleurs, ce qui a été dit, qui, en fait, concerne à la fois la question économique, c'est-à-dire l'accaparement de cet outil par les capitalistes pour en faire une source de revenus supplémentaire à très haute valeur ajoutée. Il y a une question de qualité de travail et d'amélioration donc des conditions de travail des professionnels grâce à l'outil qui est bien utilisé, et puis de liberté. Voilà. Donc si on mène le débat de cette manière-là, je pense qu'on peut effectivement gagner la bataille des idées et faire que, comme on l'a connu avec d'autres outils depuis le développement des sciences et des techniques, eh bien que cet outil soit utilisé pour l'homme et non pas pour le profit des capitalistes qui vont en détourner cet outil de sa fonction qui doit être au progrès de l'homme. Merci. J'ai une question à poser à Christophe. Il est médecin et urgentiste, mais tu n'as pas des notions de réanimation? Des réanimateurs aussi. Parce que l'après-midi, généralement, on dort. Il y a la sieste. Je regardais la salle, avant tout le monde est réveillé. Physiologiquement, c'est très bon. Et c'est physiologiquement explicable, ça s'appelle la somnolence postprandiale. La circulation se concentre au niveau de l'abdomen pour qu'on puisse absorber les nutriments. Donc on est très bien placé. Alors, le débat est ouvert. Qui souhaite interroger, parler, allons-y. Je t'en prie. Je t'en prie là. On lui passe le micro et tu appuies sur le bouton rouge. Non? Alors, Sylvie Brunol, donc Oui. le faire santé action sociale. Une infirmière. Voilà, mais c'est pas une question d'infirmière, c'est une question d'usagère de la médecine. C'est une question pour Dominique et Christophe sur le DMP, donc le dossier médical partagé. On n'arrête pas là d'avoir des messages d'Amélie sans E, de la pub à la télé, pour s'inscrire, pour être sur le DMP, donc le dossier médical partagé, qui est censé coordonner les actions et informer les patients. Mais on sait qu'en même temps, c'est une colonne vertébrale, je dirais, pour les communautés professionnelles territoriales de santé qui adorent notre gouvernement, qui l'a mis en place. Donc ma question, c'est une vraie synergie de l'iceberg, je dirais, la numérisation de la santé. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a des camarades qui nous demandent, même moi, je veux dire, je ne me suis pas inscrite au DMP, qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet? Quand j'étais salariée, j'avais peur que mon employeur regarde mon état de santé. Maintenant que je suis retraitée et que je commence à prendre de l'âge, je me dis, quand je vais arriver à l'hôpital étant en urgence, ils vont regarder mon DMP, ils vont dire non, mais celle-là, attendez, elle a ça, c'est pas la peine de la soigner parce que je connais j'ai travaillé. Non, mais j'ai travaillé, quand j'ai commencé à travailler, on mettait en orthopédie des prothèses qui dataient de 30 ans pour liquider les stocks aux personnes âgées de plus de 90 ans, alors qui marchaient parfaitement avant de se casser le fémur. Donc, et je milite pour qu'on puisse recevoir tous les mêmes soins. Donc, c'est ma question, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit maintenant aux camarades sur le DMP et comment, Christophe, tu l'as abordé en disant, ça pourrait être un outil, que tu n'as pas abordé le DMP, mais ça peut être un outil intéressant, sauf qu'on sait qu'on risque d'utiliser à des fins vraiment contre les citoyens. Alors, si on veut tenir les longueurs et laisser à Christophe le temps de répondre, il faut être plus concis. Sur ma droite, j'ai vu une main se lever. Non? Oui, j'arrive. Voilà, je t'en prie. Avec le col rouge. Ça va vite, c'est bien. Oui, moi j'aurais une question pratico-pratique. Alors, Alain Philippi, je suis au CDCA sur la Moselle. Donc justement, par rapport à ça, donc on a un président qui est de département, mais je ne pense pas qu'on est le seul, qui est fanatique du numérique, qui veut mettre du numérique partout. Et donc il nous vend actuellement, effectivement, la mise en place de la télémédecine. Et son grand projet, c'est d'équiper tous les EHPAD
d'une structure avec possibilité de télémédecine, avec un minimum pour les examens et tout ça, qui remplacerait effectivement, notamment, puisque j'en fais partie, dans le rural, qui remplacerait le manque de médecins dans la ruralité et puis la distance par rapport aux hôpitaux classiques. Qu'est-ce qu'on va penser de ça? Merci. Alors, j'arrive, je t'en prie. Jean-Pierre Laval, Paris. Voilà, tu as brièvement parlé de l'hôpital, mais la santé, c'est pas que l'hôpital, la médecine de ville. Et la région parisienne en particulier. L'article du Parisien libéré il y a 8 jours qui disait que 40% de la population de l'île de France était mal soignée, ne pouvait pas se soigner. Quelle est ton opinion par rapport à ça? Merci. Merci, je t'en prie. Donc, Pierre Platon ne le sert beaucoup plus. Moi, j'ai simplement un complément à apporter à ce qu'a dit Christophe sur l'accessibilité des droits, les droits des patients. Il existe quand même maintenant dans les hôpitaux une structure qui sont les comités des usagers, dans lesquels la CGT peut entrer, puisque l'association des consommateurs de la CGT, elle négocie la CGT à l'agrément médical. Je corrige ce que vient de me dire à l'oreille ma camarade secrétaire générale, cette commission d'usagers n'a effectivement pas de pouvoir. C'est vrai, c'est une commission consultative. Mais si on ne rentre pas dans les commissions consultatives pour y exprimer ce qu'on peut y exprimer et pour essayer de faire évoluer les choses, ben là aussi je pense qu'il y a des outils à se servir. Voilà. C'est un outil simplement à servir. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on y réglera tout, mais on peut effectivement faire évoluer les choses en matière de droits des patients. Merci. Alors, sur ma droite, et on arrête pour l'instant cette première salle de questions et on laisse Christophe répondre. Je t'en prie. Oui, moi ça serait par rapport à une expérience qui est vécue dans l'entreprise Thales, au niveau du groupe Thales. Il y a qui es-tu, pardon? Alors, Gérald Verrier, UFR Métallurgie et à Thales Toulouse. D'accord. Voilà. Donc je crois qu'on avance un certain nombre de pistes de travail, mais je crois qu'il y en a déjà qui ont commencé à être travaillées dans la CGT, et notamment en 2015 au niveau de Thales, où le groupe a voulu se désengager de la filière du médical dans Thales. Et il y a eu une sacrée bataille qui a été menée par les organisations syndicales dans l'entreprise, mais aussi en lien avec des fédérations, notamment la Fédération de la Santé, avec les élus, et où les retraités ont participé par rapport à la casse de cette industrie. Et cette bataille elle a permis et de gagner et de repositionner Thales sur la stratégie et sur une filière du médical. Donc je crois qu'il y a déjà des choses importantes qui me semblent qui ont déjà avancé, qu'il faut poursuivre bien entendu, mais je crois que ça rejoint, on voit bien depuis ce matin, tout le débat sur quel choix politique pour répondre aux besoins, et notamment au niveau industriel. Parce que si on prend par exemple la secteur économie, il y a des régions qui sont engagées, moi c'est la région Occitanie qui sont engagées, notamment autour de grands groupes et autour du cancéropole qu'il y a sur Toulouse, avec des entreprises, des laboratoires de recherche, en lien avec, y compris le secteur aéronautique, etc. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le numérique traverse toutes les filières. Et je crois que c'est une question de voir quelle bataille de CGT on peut mener effectivement, soit nationalement, soit au niveau de nos territoires, sur ces questions-là, pour répondre aux besoins et pour qu'il y ait effectivement une autre utilisation des nouvelles technologies. Merci. Alors Christophe, première salle de questions. Alors ce dossier médical partagé, d'une part, ça continue à être un échec, puisque le gouvernement peut se parler de l'ouverture de dossiers médicaux partagés grâce au fait qu'il y a dans les pharmaciens qui s'ouvrent ces dossiers, mais il n'y a rien dedans, parce que l'outil est complètement inadapté. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de quelques informations, en particulier en urgence, qui pourraient très bien être mises sur la puce de la carte vitale. Voilà. Sur le dossier médical partagé, universel national, qu'on pourrait ouvrir n'importe où, n'importe comment, c'est pas ça dont on a besoin. Les gens consomment la santé, ont besoin d'un système de santé dans leur territoire là où ils vivent. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'entre la médecine de ville et l'hôpital, on puisse échanger des informations
quand on passe de son médecin traitant au spécialiste en ville à l'hôpital et qu'on a accès au dossier du patient qui soit un petit peu synthétisé pour que chacun des professionnels de santé puisse avoir les informations, puisque la particularité quand même de l'évolution de la médecine, c'est que oui, il y a le médecin traitant qui peut être le coordinateur, mais on a besoin, parce que l'évolution de la population fait qu'on ne peut plus avoir une seule personne qui s'occupe de nous, puisque l'essentiel des besoins de santé aujourd'hui, et c'est 60% des dépenses de la sécurité sociale, ce sont les plus de 50 ans atteints de polypathologie. Ça veut dire quoi polypathologie? Ça veut dire qu'on a besoin, on a un peu de diabète, on a un peu d'insuffisance cardiaque, on a un peu l'hypertension, on a un peu l'insuffisance respiratoire, on a un peu les rhumatismes. Et donc tout ça, ça nécessite de nombreux intervenants qui ne sont pas que des médecins. Et ça nécessite une coordination. Et le manque de coordination entraîne une mauvaise prise en charge. Donc c'est ça le dossier médical dont on a besoin, c'est-à-dire un accès aux données sur le territoire à proximité entre la ville, l'hôpital et l'ensemble des professionnels de santé. EHPAD et villes, je veux dire, télémédecine en EHPAD, bien sûr, c'est ce qu'on demande depuis des années. On se demande depuis des années parce que, mais comment peut-on faire la télémédecine en EHPAD? Si on a une infirmière 24 heures sur 24 dans l'EHPAD, revendication que l'on a mis sur la table, il y a fort longtemps qu'on n'a toujours pas. Voilà, parce que pour pouvoir faire de la bonne télémédecine en EHPAD, c'est pas une aide-soignante qui peut, effectivement, c'est pas sa qualification, autre chose à faire, elle est déjà débordée, et bien, effectivement, une infirmière puisse faire un électrocardiogramme, puisse faire un examen de sang sur une goutte de sang avec un petit boîtier de la taille de s'effectuer à lunette, et ensuite transmettre les informations pour savoir s'il y a besoin de la vue d'un médecin ou si la personne doit aller aux urgences de l'hôpital, c'est très utile. Mais donc, il faut quand même qu'il y ait de l'humain pour pouvoir utiliser ces moyens, et on n'a pas l'humain aujourd'hui. Et donc, une des solutions que préconise la CCDT, c'est une revendication. Eh bien, nous, ce qu'on dit, c'est que pour régler le problème de la médecine de ville, la médecine libérale à la papa, c'est fini. Le médecin qui s'installe où il veut, quand il veut, qui est rémunéré à l'acte, et comme il ne sait pas négocier avec la sécurité sociale une juste rémunération de son acte, il se paye sur la bête par dépassement d'honoraires, ça va pas. Donc on veut des centres de santé avec des médecins salariés, et le bon centre de santé, c'est le centre de santé qu'on implante au rez-de-chaussée de l'EHPAD, comme ça le personnel s'occupe à la fois des anciens qui sont dans l'EHPAD et fournit une offre de soins au reste de la population. Et ça a permis compris que l'EHPAD ne soit pas la fin de vie à aboutissement, mais que l'EHPAD soit un lieu ouvert où on puisse venir la journée, à la semaine pour soigner les aidants, et quand on est très dépendant, de manière définitive, mais dans une continuité de prise en charge sur le territoire pour répondre aux besoins. Le comité des usagers, bien sûr, c'est pouvoir contre pouvoir. Et même si on n'a qu'un avis consultatif, nous on souhaite que les usagers soient beaucoup plus présents dans l'institution. Et le fait que l'un des COSA ait gagné au Conseil d'État sa représentativité, il faut qu'on l'utilise. Il faut qu'on l'utilise et qu'on aille même plus loin. Et je me bats dans la fédération contre une partie de mes camarades qui ne souhaitent pas que les patients portent plainte quand il y a un dysfonctionnement dans l'hôpital. Je dis qu'il faut que les patients portent plainte, ça nous aidera pour soutenir leurs revendications. On a toujours peur que ça nuise à l'image de l'hôpital qu'on cherche le bouc émissaire. Mais quand on regarde, dans la quasi-totalité des plaintes, les familles ne cherchent pas le bouc émissaire, ils veulent une condamnation de l'institution pour que ça ne se reproduise pas. Donc c'est un axe de bataille important et là-dessus, même si on a une justice que l'on peut parfois critiquer dans son fonctionnement, la principale critique dans les affaires médicales, c'est la longueur des procédures. C'est un vrai problème. La réparation 10 ans après, c'est pas possible. C'est pas de la réparation. Donc voilà, il faut qu'on réclame aussi le cycle du. Un enfant qui n'a pas été opéré justement d'une période de Et le dernier élément, c'est Thalès. Ben oui, on fait des choses fantastiques à la CGT et on ne les médiatise pas assez, enfin, on ne fait pas savoir, y compris dans l'organisation. Avec une mobilisation de quelques camarades, on n'était pas très nombreux, voilà, on a mis sur la table un scandale. Thalès voulait se concentrer sur son secteur le plus lucratif, qui était l'armement, et voulait vendre aux Chinois son secteur médical. Et bien, le secteur médical reste aujourd'hui dans Thalès, et c'est l'industrie de demain, cette industrie-là. Il faut qu'on la maîtrise en Europe, et on le voit avec la crise actuelle du coronavirus, d'avoir un seul pays qui produit une machine ou un produit de consommation courante, c'est une catastrophe avec des chaînes donc de livraison très longues.
Juste pour une petite anecdote, vous savez pourquoi on a des soucis aujourd'hui pour avoir des masques chirurgicaux de protection? Parce que l'entreprise qui produit le plus grand nombre de masques annuellement est annuelle. Voilà. Donc, juste pour terminer, c'est une petite pique, mais une petite pique qui vous connaissez la CGT depuis très longtemps. Eh bien, ça serait bien qu'à la CGT, on travaille plus à l'horizontale dans les territoires et moins en silo qui remonte à Montreuil. Voilà. Si nous voulons respecter les horaires, il faudrait arrêter la discussion maintenant. Mais si quelqu'un a une question importante, s'il vous plaît, mais très rapidement, je t'en prie. Oui, Jean-François Delanger, le SRO. J'ai un cas très précis qui relie l'urgence, la télémédecine et les hôpitaux de proximité. L'ARS voulait supprimer le service des urgences à Gérardmer, qui est quand même une ville touristique importante pour l'hiver et l'été. Avec l'EL et l'UDCGT, on a fait signer des pétitions, y compris à des étrangers qui disaient au début, je ne suis pas concerné, j'habite pas là. Je dis oui, mais si en ski vous cassez quelque chose, vous serez content d'avoir les urgences. Sachant que si on supprimait Gérardmer, c'était minimum 20-30 minutes, voire 1 heure de trajet supplémentaire. Ce à quoi la RS répondait, mais on va faire de la télémédecine, on fera un tri dans les susceptibles d'être aux urgences et on verra que les cas d'urgence sont très limités. On n'en a pas voulu, on a fait signer la pétition, les élus nous ont suivis, pour certains un peu poussés au cul, franchement, et on a sauvé, au moins pour l'instant, les urgences à Gérardmer. Merci beaucoup, c'est un témoignage. Je propose que, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, vas-y, je t'en prie. Juste parce que, pour qu'on soit, parce que moi je suis très content d'être avec les retraités aujourd'hui, parce que sur le terrain, ce sont les retraités qui sont la cheville ouvrière de toutes les batailles qui sont menées pour maintenir les hôpitaux de proximité. Et juste, je voudrais insister sur ce que nous, on défend comme hôpital de proximité en contradiction totale avec ce qui est prévu dans la loi de la santé 2022. Un hôpital de proximité, mode Buzyn, c'est un mouroir pour vieux, c'est revenir à l'hospice du Moyen-Âge. Un hôpital de proximité, c'est un service d'urgence ouvert à 24 heures sur 24. L'urgence, on sait que c'est une vraie urgence, une urgence, donc on l'a vu, et pas par télémédecine. Et le critère de qualité, c'est pas le nombre de passages dans le service d'urgence, c'est que tout citoyen doit être à moins de 30 minutes d'un service d'urgence par un moyen de locomotion classique, qui est la voiture et non pas l'hélicoptère, et le demande certains. Donc c'est un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24. On ne peut pas demander la chirurgie ambulatoire avec obligé d'aller à 150 km pour faire la chirurgie ambulatoire. On doit la proximité. L'accouchement, 80% des accouchements, ce sont des accouchements normaux. Ce qui est important, c'est le cocooning, c'est l'environnement, et pas dans une usine où le seul objectif pour les soignants, c'est de nous faire sortir parce que les femmes qui attendent. Donc une maternité de proximité. Et donc, effectivement, des structures pour personnes âgées qui peuvent être dans l'hôpital de proximité, pas complètement isolées, parce que quand vous avez un EHPAD qui est très loin de l'hôpital, et bien quand on a un appel pour transférer la personne à l'hôpital, on réfléchit à devoir, parce que c'est à 50 km, on peut peut-être pas rester dans l'EHPAD, et ça c'est une perte de chance par défaut de moyens. Et j'ai dit, mais en plus chance par défaut de moyens.